Ça marche. Bonjour. Donc, je vais vous parler de permaculture. Pas beaucoup de culture des plantes, mais surtout de la permaculture, parce qu'en fait, la permaculture, on peut dire que c'est véritablement une nouvelle culture. C'est un nouveau concept, et ça va bien au-delà de la culture des plantes. Ça touche un peu tous les domaines d'activité. Ça touche l'éducation, ça touche le développement personnel. Ça touche évidemment l'agriculture, l'économie, et tous les domaines sont concernés par la permaculture. C'est une véritable nouvelle philosophie. Passer du monde dans lequel on vit aujourd'hui à la permaculture, c'est un petit peu comme passer de l'ordre à l'harmonie. Alors, dans le terme permaculture, il y a le mot permanent. On peut dire que c'est d'une certaine manière la culture de la permanence. La permaculture s'inscrit dans la continuité des choses. C'est pas parce que c'est permanent que c'est figé, au contraire, c'est rentrer dans le flux de la vie et fonctionner avec elle et non pas contre elle. Donc au départ, les inventeurs de la permaculture, deux Australiens, sont partis évidemment du constat que notre modèle de fonctionnement, il avait tendance à dégrader notre environnement. Et eux, ils se sont dit, mais dans la nature, si on part d'un sol nu, sans rien faire, automatiquement, on va avoir de l'herbe qui pousse, ensuite des buissons, des broussailles, des arbustes, et ensuite une forêt. Donc, naturellement, la nature évolue vers un modèle qui est diversifié et abondant. Alors que nous, quand on part d'une forêt, on arrive sur un sol nu. Et donc, ils se sont dit, il faut inventer un nouveau modèle, il faut inventer la société de demain en s'inspirant des modèles naturels. Et donc, il faut passer d'un modèle qui détruit à un modèle qui répare. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aggradation. En permaculture, il y a un terme pour décrire ça, on appelle ça l'aggradation. C'est généralement, on parle d'effets secondaires, et quand on parle d'effets secondaires, c'est des effets négatifs. En permaculture, les effets secondaires, généralement, ils sont positifs. Donc, ils se sont basés sur une éthique, prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et partager équitablement les surplus. Ils ont défini 12 principes, 12 modes d'action. Donc, observer et interagir. Interagir, ça veut dire agir avec et pas agir contre. Collecter, stocker l'énergie. Tout le monde a besoin d'énergie. Créer une production, être productif. C'est ce qui permet ensuite d'avoir quelque chose à échanger et d'entrer dans le partage. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Dans la nature, il y a des modèles de régulation de manière à préserver la stabilité de l'ensemble. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables. Ne pas produire de déchets. On dit que le déchet de l'un est la ressource de l'autre. Donc partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Donc c'est la globalité qui compte et il faut s'inscrire dedans. Et généralement, on a tendance à focaliser sur un détail particulier et on perd souvent la notion d'ensemble. Donc intégrer plutôt que séparer, c'est voir les choses dans leur globalité et non pas en tant que spécialiste qui ne voit que son côté des choses. Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience, c'est sûr que à notre niveau, on n'est pas grand-chose, mais on est déjà quelque chose. Utiliser et valoriser la diversité. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. C'est toujours au niveau des frontières qu'il y a le plus de diversité. Sur le littoral, entre la forêt et la prairie. Et les endroits où il y a le plus de diversité, c'est aussi les endroits où il y a le plus d'abondance. Utiliser le changement et réagir de manière créative. Et ce qui est intéressant dans la démarche de la permaculture, c'est que certes, on est parti du constat que le modèle actuel ne fonctionne pas, mais on n'est pas parti en réaction par rapport à ce modèle-là. L'idée, c'est d'inventer une alternative, un nouveau modèle, et non pas d'agir contre. Et donc, en permaculture, on essaye d'agir en fonction d'un idéal
Et il y a des questions que j'aime bien, c'est où en es-tu de ton rêve? C'est quel est ton idéal? Dans quel monde aimerais-tu vivre demain? Et quel est ton talent? On n'apprend pas à développer nos talents. Généralement, dans le modèle éducatif, on essaye d'apprendre aux enfants ce qu'ils doivent savoir, mais on ne leur apprend pas à savoir ce pourquoi ils sont doués. On ne leur apprend pas à savoir ce que eux ils aiment. Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas ensuite aimer les autres. Donc ça peut paraître évident, mais si on veut aller quelque part, la première condition, c'est d'avoir un objectif. Et quand on a un objectif, eh bien on peut tracer un itinéraire et ça permet de se situer. Et il n'y a jamais de parcours sans obstacle. Mais quand on a un objectif, un idéal, cet idéal c'est comme une boussole. Et il va toujours nous indiquer la bonne direction, même s'il y a des aléas. Et donc, malgré les obstacles, on trouvera son chemin si on sait où on veut aller. Par contre, si on ne sait pas où on veut aller, les problèmes vont quand même venir nous solliciter. Quand ça fait mal, on le sent. Mais quand ça va bien, on ne le sent pas. Et il est toujours beaucoup plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas que de savoir ce que l'on aime. De savoir ce que l'on ne veut pas que de savoir ce que l'on veut. Et donc, généralement, eh bien, on agit en fonction des problèmes. C'est-à-dire qu'on réagit. Et donc, on n'agit pas par rapport à ce que nous, on a envie de faire, mais par rapport à ce que les événements nous imposent. Et donc, si on focalise tous nos moyens, toute notre attention pour lutter contre les problèmes, eh bien, il y a un moment où, si on est habillé en pompier, dans un véhicule de pompier, qu'on a été formé en pompier, eh bien, qu'est-ce qu'on peut devenir sans le feu? Et donc, si on focalise sur les problèmes, on finit par dépendre du problème et rendre le problème indispensable. Si on développe des moyens pour lutter contre un problème, eh bien, on valorise le problème à hauteur des moyens qu'on lui consacre. Et le jour où le problème disparaîtra, eh bien, les crédits disparaîtront aussi. Donc, on se retrouve prisonnier du problème. C'est comme ça qu'on crée un lobby et c'est comme ça qu'on fait que la situation actuelle ne peut pas évoluer. Donc, comment on fait la différence entre un idéal et un problème? Eh bien, un idéal, c'est quelque chose qui est toujours vrai, quoi qu'on fasse. Un problème, c'est destiné à disparaître. Mais la santé, par exemple, c'est un idéal. Et il n'y a pas besoin d'être malade pour soigner sa santé. Si j'achète des aliments bio, c'est déjà une façon de soigner ma santé. Et en faisant ça, je favorise un modèle de production des aliments qui respecte la nature. Comme je ne suis pas malade, je ne puise pas sur la sécurité sociale. Donc on voit que quand on poursuit un idéal, en fait les effets secondaires ils sont positifs. Ça va au-delà de ce que je fais pour mon propre intérêt, mais en même temps ça profite aux autres. Pour aller quelque part, il faut définir ce quelque part et quel est donc l'idéal de la permaculture. Alors on pourrait le formuler comme ça, vivre en harmonie avec la nature. Reste à définir ce qu'est l'harmonie. Donc l'harmonie, en fait, c'est le mode de fonctionnement des organismes vivants. Généralement, on ne dit pas un être vivant, mais un organisme vivant. C'est dire que le mode de fonctionnement des organismes vivants, c'est ce qui les caractérise. Et donc, un organisme vivant, ça fonctionne sur le mode de l'harmonie. Et dans la nature, quand on parle d'ordre et d'organisation, on a tendance à avoir une vision binaire. On oppose l'ordre au désordre, le chaos à l'ordre. Donc le chaos, c'est quand tout est mélangé, et dans le chaos, on ne distingue rien. Dans l'ordre, les éléments sont distincts, séparés. Et dans l'harmonie, tous les éléments fonctionnent ensemble. Donc dans le chaos, tout est mélangé, on n'y distingue rien. L'ordre, c'est ce que forme la matière dans ce qu'elle fait de mieux, le cristal. Dans le cristal, les atomes sont rangés de façon géométrique et répétitive, comme dans un damier, comme dans une structure en nid d'abeille. Donc le cristal est une structure très stable, très solide,
mais qui laisse peu de place à la diversité et au mouvement. Le cristal est uniforme. Et on peut dire que l'harmonie, c'est la manière de mettre de l'ordre dans la diversité. Le cristal, c'est l'ordre dans l'uniformité, et l'harmonie, c'est l'ordre dans la diversité. Donc dans la nature, il n'y a pas de bon et de mauvais modèles, mais chaque modèle a son rôle et sa place. Le chaos, comme dans le chaos, il n'y a pas d'ordre établi, le chaos est malléable. Donc l'argile, qui est amorphe, qui n'a pas de forme, peut prendre toutes les formes. En brisant l'ordre établi, le chaos va offrir toute liberté pour permettre le changement. Et donc dans le chaos, on ne distingue rien. Et pour distinguer les éléments, il faut commencer par faire du tri, faire de la sélection. Donc en séparant les éléments, l'or va mettre en valeur la spécificité de chacun et révéler le potentiel qui est en chaque chose. Le prisme va séparer les longueurs d'onde de la lumière blanche pour faire apparaître les couleurs. En fait, l'ordre crée deux choses qui sont un peu contradictoires, c'est la différence et l'uniformité. Dans une bande de bleu, il n'y a que du bleu, mais une fois qu'on a mis de l'ordre, on peut distinguer les couleurs. Donc l'ordre, c'est ce qui va permettre de créer la diversité. Et dans l'harmonie, chacun va prendre une place et trouver un sens particulier. Quand on regarde un tableau, un portrait, on ne voit plus une suite de couleurs, mais on voit un visage. Dans un plat cuisiné, chaque ingrédient trouve sa place et contribue à embellir l'ensemble du plat. Donc, comment est-ce qu'on fabrique de l'ordre? Comment est-ce qu'on fabrique du chaos? Comment est-ce qu'on fabrique de l'harmonie? Donc, pour faire du chaos, il faut briser les liens. Il faut rompre l'ordre établi, tout faire exploser, rompre les contrats, divorcer. C'est la manière de mettre le chaos et de permettre le changement. L'ordre est le fruit de la sélection et de la concurrence. Les Jeux Olympiques, c'est un bon exemple de sélection. Les athlètes vont s'affronter par catégorie et l'objectif de la sélection, c'est d'améliorer la qualité de chaque individu. Par la sélection, chacun va se surpasser et être obligé de révéler le meilleur de lui-même. Mais en même temps, dans la sélection, on va garder les meilleurs, éliminer les moins bons. En fait, l'ordre a pour vocation d'améliorer la qualité de chaque individu, mais en même temps d'en limiter la quantité, de manière à éviter qu'un groupe ne devienne hégémonique par rapport aux autres, et ce, pour préserver la diversité. La vocation du médaillé olympique n'est pas de dominer les autres, mais c'est de montrer à tout le monde ce qu'il est possible de faire dans sa discipline. Donc, le rôle de l'ordre, c'est de révéler le talent qui est en chacun de nous. L'harmonie est le fruit de la coopération. L'ordre est produit par la concurrence. L'harmonie, elle, est produite par la coopération. La coopération se fait grâce à la diversité. Pour coopérer, il faut être différent. Chacun apporte un élément et ensemble, on fait quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Donc dans l'harmonie, chacun apporte le meilleur de lui-même au profit de l'ensemble. Donc l'ordre est une valeur individuelle qui permet de développer l'ego et l'harmonie est une valeur collective qui permet de former la communauté grâce à la coopération. Alors si on revient un peu à la culture, donc concrètement, si on a un espace boisé et qu'on veut implanter une culture, un champ, donc on va généralement commencer par supprimer la forêt, y mettre le feu. Ensuite, on va labourer le terrain. Et donc en faisant ça, en fait, on fait du chaos. Donc quand on laboure un champ, on fait reset, on élimine toute trace du passé et on commence par faire du chaos. Et au chaos va succéder de l'ordre. Quand on regarde notre façon de cultiver, c'est une parfaite image d'ordre. Un champ, c'est rangé comme du cristal.
Tout est semé en même temps, tout est uniforme, toutes les plantes ont le même âge, la même taille, espacées régulièrement. L'ordre, c'est notre modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes élevés, c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous aimons, on trouve ça beau, et c'est ce qu'on fait autour de nous. C'est notre modèle, c'est le modèle dominant aujourd'hui, c'est l'ordre. On fait de l'ordre. En permaculture, on fait de l'harmonie, c'est-à-dire qu'au contraire, on va utiliser la diversité. Donc ici, on a une salade au premier plan, une autre qui est un petit peu plus petite. Si on plante toutes ces salades en même temps, il va falloir les manger toutes en même temps. Ici, on a un pied de courgette, un pied de fenouil, des tomates cerises, des fleurs au milieu des légumes. Ici, on a un pied d'ortie. Est-ce que c'est une mauvaise herbe? Est-ce que ça apporte quelque chose? Donc, en permaculture, on va essayer de jouer sur la diversité. Et donc, si on observe la nature, eh bien, dans la nature, ça pousse tout seul, c'est-à-dire spontanément. Maintenant, dans les champs, on voudrait aussi que ça pousse tout seul. Mais là, c'est vraiment tout seul, parce qu'on laboure, donc on commence à éliminer tout ce qu'il y avait avant. On met une seule plante, ensuite on met du désherbant pour être sûr qu'il n'y en ait pas une autre qui vienne, des insecticides pour pas qu'il y ait d'insectes, des fongicides pour pas qu'il y ait de champignons. Et donc, on voudrait faire pousser les plantes toutes seules. Mais pour le coup, ça pousse plus spontanément. Donc ça, c'est une logique qui relève de l'ordre. Séparer les choses. On ne fait pas pousser telle plante en même temps que telle autre. Donc c'est une vision très ordonnée des choses. Et donc l'idée, c'est passer du jardinier dictateur qui met de l'ordre dans son champ ou dans son jardin, au jardinier compositeur chef d'orchestre qui va mettre en harmonie la diversité. Et donc l'harmonie se nourrit de la biodiversité pour produire de l'abondance. En permaculture, on dit que le déchet de l'un est la ressource de l'autre. Dans la nature, la nature forme des cycles de complémentarité. La plante va consommer du carbone et libérer comme déchet de l'oxygène, et les animaux vont consommer l'oxygène et libérer comme déchet du carbone. Et plus il y aura de plantes, plus il y aura d'animaux, et plus il y aura d'animaux, plus il y aura de plantes. Donc on forme des cycles. La diversité permet de trouver des complémentarités, et quand on est complémentaire, on peut échanger, comme avec des collections de timbres. Chacun échange ses doubles, et chacun repart avec une collection qui est agrandie. Et ça permet de mettre en œuvre la coopération. Donc quand on fait ça, on forme un cycle. Et donc quand on forme un cycle, on fait quelque chose qui se renouvelle, qui se reproduit. Et se reproduire, c'est aussi une caractéristique des organismes vivants. Et comme on se reproduit, comme on se multiplie, on génère de l'abondance. Et quand on est productif, qu'on génère de l'abondance, qu'on génère des ressources, on devient autonome. C'est-à-dire qu'on ne puise plus sur son environnement pour vivre. On est capable de produire soi-même ses propres ressources. Alors, pour revenir un petit peu à la nature, à la sélection, souvent quand on parle de la loi de la jungle, on imagine un milieu impitoyable où il y a une sélection féroce. Alors, est-ce que le lion et la gazelle sont en concurrence? Est-ce que lion et gazelle sont en concurrence ou est-ce qu'ils sont plutôt en harmonie? Alors en fait, on peut voir le même rapport entre le lion et la gazelle qu'entre un berger et son troupeau. En fait, ils sont interdépendants. Le lion a besoin des gazelles, et s'il n'y avait pas le lion, il y aurait trop de gazelles, il n'y aurait plus d'herbe et ça serait un désert. Donc il y a besoin de réguler la population de gazelles et la population de lions. Et donc, lion et gazelle sont plutôt en harmonie. Par contre, quand le lion se met en chasse, effectivement, les gazelles sont en concurrence entre elles. Et l'objet de la concurrence, c'est bien de tirer la qualité des individus vers le haut, tout en limitant la quantité. Et les lions, c'est pareil, dans une meute de lions, seul le mâle dominant a accès aux femelles.
Donc on voit que l'objet de la sélection, c'est d'augmenter la qualité de l'espèce, mais tout en limitant la quantité, de manière à préserver l'équilibre de l'ensemble et la biodiversité. La nature s'organise pour qu'un groupe ne devienne pas hégémonique et ne colonise pas l'ensemble du système. Il faut préserver les équilibres. Par contre, dans l'uniformité, eh bien, tout le monde a le même besoin. Donc ça va générer des phénomènes de pénurie et de manque. Quand on est en situation de manque, on est dépendant. Et on se retrouve en concurrence les uns avec les autres vis-à-vis d'une ressource qui s'épuise. Et ça engendre des crises et des conflits. Alors on pourrait se poser la question de savoir comment les manchots ont réussi à gérer cette situation où ils sont très nombreux et où il n'y a pas forcément beaucoup de ressources autour d'eux. Alors en fait, les manchots, c'est les rois du jeûne. Les manchots se regroupent pour se multiplier et pendant 3 mois, ils ne mangent pas. Donc si on veut vivre dans l'uniformité, eh bien, il faut savoir se priver. Donc s'il n'y a pas de diversité, tous les individus ont le même besoin et vont produire le même déchet. Ce qui va entraîner à la fois des pénuries et des pollutions. L'uniformité mène à la désertification. Alors maintenant, si on regarde notre modèle économique, comment est-ce qu'on fonctionne? D'où notre indicateur de santé de l'économie, c'est la croissance. Et donc, pour créer de la croissance, il faut stimuler les besoins. Et l'objectif, la raison, c'est de créer du travail. Parce qu'en fait, on est parti d'un problème qui est l'absence de travail, et donc il faut générer de besoins pour créer du travail. Ce qui a pour effet de consommer les ressources, qui alimente les pénuries, qui rend dépendant et mène à l'endettement. Et ce qui induit des crises et des conflits. Donc c'est pas le tout de critiquer le modèle actuel, mais il faut essayer de proposer un modèle alternatif. Et donc si on voulait créer un modèle basé sur la permanence, sur la durée, la continuité, à ce moment-là, il faudrait plutôt chercher à créer des ressources. Grâce au travail, qui devient un moyen et qui n'est plus un but. De manière à répondre aux besoins. Ce qui crée un phénomène d'abondance et qui rend autonome. Et qui permet la coopération. Quand on produit une ressource, quand on est autonome, on peut aller vers les autres avec quelque chose à donner, quelque chose à apporter, pour entrer dans l'échange. Alors que quand on est dans le besoin, si on va vers les autres avec son besoin, on va avec eux pour prendre ou pour demander. Donc la relation n'est pas du tout la même. D'un côté, je peux échanger, et de l'autre, il faut que je prenne. Être dans le besoin ou être autonome et avoir quelque chose à donner, c'est pas du tout la même chose. Et nous, aujourd'hui, notre modèle économique fonctionne grâce à la publicité, à l'obsolescence programmée. On stimule en permanence des besoins qui ne sont pas forcément justifiés et qui nous met en permanence en situation de dépendance, en situation de réclamer. Alors qu'il faudrait beaucoup mieux chercher à développer notre talent pour être productif, avoir quelque chose à donner et apporter et entrer dans l'échange. Donc dans un modèle basé sur la croissance, en fait le consommateur est au service de l'économie. Le consommateur doit consommer pour alimenter l'économie et le modèle est fait pour faire tourner le modèle. Alors que dans le modèle alternatif, on a l'économie qui est au service du citoyen. Donc si l'économie était un véhicule, eh bien, la croissance, ça serait sa vitesse. Et la vitesse, c'est un indicateur instantané. Un instant, c'est un individu du temps. Donc on a un indicateur qui est basé sur le modèle de l'ordre. Mais la vitesse, ça ne nous dit pas où est-ce qu'on va.
Le plus important, c'est pas de savoir si on va vite. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une voiture qui roule vite, mais le plus important, c'est quand même de savoir où on va, et éventuellement aussi de savoir qui on emmène. Donc la croissance, c'est peut-être pas le meilleur indicateur pour savoir si notre économie fonctionne bien ou fonctionne pas bien. Donc, que devrait être l'économie? En fait, quel serait l'idéal de l'économie? Eh bien, en fait, l'économie, c'est un moyen pour répondre aux besoins de la population. L'économie est faite pour tourner, pour répondre aux besoins de la population. Et ce n'est pas les besoins de la population qui doivent faire tourner l'économie. On est dans le monde à l'envers. Et quand on a une économie qui répond aux besoins, eh bien, on est autonome. Et quand on est autonome, on ne dépend plus des autres, du système et de l'environnement, donc on arrête de le polluer et de l'affaiblir. Donc en fait, le sens de la croissance, le mot croissance, ça veut dire grandir, ça veut dire croître, se développer. Et un individu qui se développe, eh bien, quand il est bébé, sa personnalité n'est pas encore affirmée, il est, disons, dans le chaos, il n'est pas encore identifié comme un individu, et au cours de la croissance, l'enfant va développer ses talents, ses compétences pour devenir autonome à l'âge adulte. Donc la vocation de la croissance et du développement, c'est de rendre les individus autonomes, c'est-à-dire de les aider à développer leurs talents pour qu'ils puissent ensuite, adultes, avoir quelque chose à apporter aux autres et entrer dans l'échange. Donc, quand on est avec son besoin, on est en concurrence et on est dans une situation de pénurie. Alors que si on est autonome, on peut échanger avec les autres et on est dans un modèle qui croît et non pas dans un modèle qui se raréfie. Donc en fait, l'autonomie, c'est une valeur individuelle qui profite à tous parce qu'on peut chacun à notre niveau chercher à se rendre autonome, mais on peut aussi rendre autonome sa famille, son village, son pays, son entreprise. Donc l'autonomie, c'est à la fois une valeur individuelle et une valeur collective. Et lorsqu'un individu devient autonome, donc il n'affaiblit plus le système, puisqu'il vit de ses propres ressources, mais il peut échanger avec les autres, donc on est dans un modèle d'aggradation, où chacun à notre niveau, on peut organiser, créer, rechercher notre autonomie. L'autonomie, c'est un idéal. Plus on va vers l'autonomie, et plus ça profite à la fois à soi et aux autres. Donc on est dans un modèle d'aggradation. Alors on peut prendre un exemple concret. Par exemple, donc l'eau est une ressource très importante, vitale, dont tout le monde doit pouvoir disposer. Et si on part de la problématique de la présence de polluants dans la nappe phréatique ou dans le lac ou dans la rivière, eh ben, on peut se dire que pour traiter ce problème-là, il faut implanter des centrales d'épuration, donc faire des investissements de manière à dépolluer l'eau et pouvoir distribuer de l'eau saine qui répond aux normes aux particuliers. Donc quand on fait ça, on est parti dans le raisonnement d'un problème et non pas d'un idéal, et on vient de créer une structure qui est dépendante de la présence de polluants dans l'eau. Donc en investissant pour traiter l'eau, on vient de valoriser la présence de polluants dans l'eau à hauteur des investissements qu'on vient d'accorder. Et dans la logique de la croissance, dans l'avenir, cette entité qu'on vient de créer aura besoin pour se développer d'une eau toujours plus polluée ou de normes toujours plus drastiques. Donc on entre dans un modèle qui au départ était fait pour supprimer un problème et à terme on s'est enfermé dans le problème, on a rendu le problème nécessaire. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Alors quel est l'idéal de l'eau ? Il ne faut pas raisonner à partir du problème, il faut raisonner à partir de la solution. Donc qu'est-ce qu'on attend de l'eau ? On veut qu'elle soit pure, on veut qu'elle soit abondante. Quand on ouvre le robinet, il faut que ça coule. Abondant, ça ne veut pas dire gaspiller, ça veut dire disponible. Et puis on veut qu'elle soit bon marché, qu'elle ne soit pas chère, disponible pour tout le monde. Et bien donc c'est ça qu'il faut acheter. Il ne faut pas acheter le problème, il faut acheter la solution. Donc on va... Mais ce n'est pas parce qu'on a défini un idéal que les problèmes ont disparu. Il y a quand même de la pollution dans la nappe.
Mais du coup, on passe une appel d'offres pour trouver une entreprise qui sera chargée de distribuer de l'eau qui réponde aux normes de qualité à l'agglomération lilloise, par exemple. Et on va payer pour ça. Un forfait pour distribuer de l'eau à tout le monde. Et dans ce modèle-là, la présence de polluants dans la nappe, c'est un problème et ça reste un problème. Pour l'entreprise qui distribue l'eau, c'est une source de coût, ce n'est pas une source de profit. Donc là, on crée un modèle où tous les acteurs du système ont un intérêt qui est convergent. Et quand un problème est un problème pour tout le monde, eh bien on peut parier que le problème aura tendance à disparaître. Et donc le jour où il faudra réformer par exemple les pratiques agricoles et supprimer le glyphosate par exemple, et bien là on a un acteur qui se dira « Ah, mais s'il n'y a plus de glyphosate dans l'eau, ça me fera un peu moins de traitement à faire et donc je vais pouvoir faire plus de bénéfices en distribuant mon eau. » Donc on est dans un modèle qui plus il va s'améliorer et plus il va être profitable. Mais profitable pour tout le monde. Pour la société qui traite l'eau, pour le consommateur qui aura une eau de meilleure qualité et qui à terme verra le prix de l'eau diminuer parce que le coût du traitement de l'eau va diminuer aussi. Et ça, donc, c'est un modèle qui tend à s'améliorer et ça, c'est un modèle qui tend vers le progrès. Et on voit ici que le bénéfice de l'opération, qui va profiter d'une eau propre au niveau de la nappe, c'est tout le monde. Et ce n'est pas un modèle inégalitaire où on met des taxes pour redistribuer. On n'est pas dans un modèle qui tourne à l'envers où on met des taxes pour essayer de faire tourner les choses. Si on a un modèle qui génère de l'eau propre naturellement, eh bien donc ça profite à tout le monde et voilà. Donc on est dans un modèle d'aggradation à droite et dans un modèle de dégradation à gauche. Si on se projette dans l'avenir, quelle serait la perspective d'avenir de la croissance? Un modèle qui tourne toujours de plus en plus vite, on appelle ça un cycle infernal. Donc l'avenir de la croissance, c'est l'enfer. Et par contre, si on crée un modèle qui génère des ressources, qui génère de l'abondance, eh bien, le jardin d'Éden, le paradis, c'est le jardin d'abondance. Donc si on crée un modèle qui crée des ressources plutôt qu'un modèle qui consomme les ressources, eh bien à terme, on va vers le paradis. Voilà. Oui. Vous êtes, là, j'ai vu derrière, c'est présenté par Les formateurs au sein de l'association des Pichoulis, donc il y a une association qui a pour objectif de promouvoir la permaculture. Donc à la fois on organise des formations et en même temps on gère une exploitation maraîchère en permaculture. Vous êtes basé où? Et c'est à Hérin, près de Gondecourt. Oui. Par le sol. En fait, en culture conventionnelle, on commence par faire isette du sol et après on ramène une plante et forcément les champignons, les insectes, ils n'ont rien d'autre à manger que la plante qu'on vient de mettre. Ensuite, la vie du sol, c'est ce qui crée l'humus, c'est ce qui crée la fertilité. Donc comme on a fait risette du sol, on est obligé de mettre de l'engrais.